Alors bonjour à tous. Je m'appelle Rémi Gauthier et en quelques minutes là je vais essayer de vous expliquer en quoi consiste un peu une thèse de science en imageant un peu mes propos en faisant des parallèles avec les travaux sur lesquels je travaille. Et donc mon projet de thèse s'intitule Ténacité et porosité de l'os cortical sur différents sites appareillés et implications sur le risque de fracture. Alors une thèse, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui va se dérouler grosso modo sur 3 ans et qui va avoir pour objectif en fait d'apporter de nouvelles connaissances sur un sujet en particulier en fait. Et donc comme dans tous les projets, il va y avoir un processus particulier à suivre. Et donc c'est ça que je vais essayer de vous définir aujourd'hui. Donc avant de chercher quoi que ce soit, il va falloir définir pourquoi on cherche ce qu'on veut chercher en fait. Donc on va essayer un peu de trouver un contexte. Et dans le cas de mon étude, le contexte c'est l'ostéoporose. Donc vous savez tous ce que c'est que l'ostéoporose ici à la BU Santé, j'imagine. Donc c'est la maladie qui va toucher les os et qui va dégrader la qualité du tissu osseux au cours du temps. Donc on va tous y passer, ne vous inquiétez pas. Il y a des études qui montrent en fait une personne va souffrir d'une fracture à cause de l'ostéoporose toutes les 3 secondes dans le monde, donc ce qui représente quelque chose de quand même assez important. Donc aujourd'hui il existe des méthodes de diagnostic qui sont utilisées en clinique et donc que vous devez tous connaître aussi ici à la BU Santé, j'imagine. Et donc qui sont basés sur des mesures de densitométrie osseuse. Donc la densitométrie osseuse, en quoi ça consiste? On va essayer d'évaluer la quantité de matière minérale qu'il va y avoir dans le tissu osseux. Et au-dessous d'un certain seuil, en fait, le clinicien va diagnostiquer le patient comme étant à risque de souffrir d'une fracture osseuse. Donc même si ces outils de diagnostic ils sont utilisés aujourd'hui dans le monde entier, il y a quelques limitations. Et notamment 50% des patients qui ont été diagnostiqués comme n'étant pas à risque vont tout de même souffrir d'une fracture osseuse peu de temps après l'examen clinique. Donc voilà pour le contexte. Donc on sait où est le problème. Ce qu'on veut maintenant, c'est comment trouver des solutions pour ce problème. Donc on va faire un peu l'état de l'art de ce contexte. Et donc, pour aider le clinicien en fait, à prendre des décisions qui sont plus représentatives de la réalité, on va essayer de développer de nouvelles méthodes de diagnostic, notamment grâce à l'utilisation de modélisation numérique. Donc en quoi ça consiste en fait, à partir d'images scanners qu'on est tout à fait capable d'obtenir en clinique, on va être capable de modéliser en 3D l'organe osseux étudié, et à cet organe osseux, on va lui donner des propriétés matériaux, et via un logiciel informatique, on va soumettre un chargement mécanique à cet os, et on va voir comment il casse en fait. Cependant, aujourd'hui, ce sont des méthodes qui sont en cours de développement, donc il reste encore pas mal de travail à fournir pour une utilisation en clinique. Et donc, dans chaque étape, il va y avoir des choses à regarder, mais nous, on va s'intéresser particulièrement aux propriétés mécaniques qu'on va donner aux matériaux. Et donc, on va se demander, est-ce que ces propriétés sont bonnes? Et on va en fait partir d'une hypothèse qui dit que non, elles ne sont pas bonnes et qu'elles ne sont pas représentatives de ce qui se passe vraiment dans la réalité. Et pour expliquer un peu cette hypothèse, on se base sur des faits qui disent qu'en fait la fracture osseuse elle se déroule majoritairement après une chute en fait, et que 99% des modèles numériques utilisés pour la prédiction du risque de fracture, eux ils vont utiliser des vitesses de chargement qui sont bien plus lentes que en fait la vitesse qu'on va atteindre une fois qu'on va toucher le sol lors d'une chute. Donc la question qu'on se pose finalement, c'est est-ce que le fait d'atteindre une vitesse élevée quand on tombe par terre, ça va avoir une influence sur le risque qu'on a ou non de se casser un os en fait. Donc pour ça, on va étudier les propriétés à la rupture de l'os en fait, et on va aller découper des petits échantillons dans l'os cortical et on va faire propager une fissure dans ces échantillons. Et on va aller mesurer quelle est l'énergie qu'il a fallu apporter au matériau pour faire propager cette fissure à travers la structure. Et donc c'est ce paramètre-là qu'on appelle la ténacité. Donc voilà, on sait ce qu'on veut maintenant, c'est clair dans notre tête. Donc le but c'est d'établir un protocole en fait qui va nous permettre donc d'avoir le plus de résultats possible et surtout d'avoir des résultats qui vont être exploitables. Donc nous ce qu'on veut c'est trouver des propriétés mécaniques de tissu biologique humain. Donc pour ça on a la chance de travailler en collaboration avec le département universitaire d'anatomie Rockefeller en fait, qui va nous donner accès aux personnes en fait qui donnent leur corps à la science. Et donc grâce à eux on a pu se construire une population de 18 femmes et 15 hommes. Dont l'âge varie de 50 à 98 ans. Donc en fait cette cohorte ici c'est un point important de cette étude parce que vous le savez, j'ai sûrement pas le même mode de vie que vous et en fait cette différence de mode de vie elle va influer en fait sur les propriétés de nos organes. Donc mes os seront peut-être plus solides que les os de quelqu'un qui reste assis devant un ordinateur par exemple. Donc voilà, donc c'est vraiment un point très important de l'étude d'avoir une grosse cohorte. Et en fait, le fait d'avoir cette grosse cohorte, justement, j'en reviens, c'est en fait on va pouvoir faire des statistiques en fait qui vont nous permettre de généraliser nos résultats sur une plus grosse population en fait. Et qu'une fois qu'on a ces sujets, sur chaque sujet, on va aussi étudier plusieurs os
pour voir si au sein d'un même sujet, il va y avoir des différences de propriétés entre différents os. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'os, il va s'adapter en fonction de son environnement mécanique. En fait, si je prends mon ami Sam, là, par exemple, eh bien, si je regarde ses os des jambes, donc, qui vont supporter le poids du corps quand il va être debout, eh bien, il va sûrement y avoir une différence de constitution que ces os qui sont au niveau de son bras, parce que l'environnement mécanique est différent. Et donc, le développement de l'os va se faire différemment. Donc, pour cela, on va utiliser cet os-ci. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, c'est assez reconnaissable, ça. Mais mon ami Sam, il me dit que c'est le fémur. Donc, il a tout à fait raison. Et au niveau du fémur, on va étudier la diaphyse fémorale, c'est-à-dire la partie longue de l'os. Donc, on étudie cette région parce qu'en fait, c'est une région qui est très largement étudiée dans la littérature. Donc, en étudiant cette région-là, on va être capable de confronter nos résultats à ceux qui sont disponibles dans la littérature. Et ensuite, on va aussi étudier le col fémoral. Parce que, comme vous le savez sûrement, c'est une région anatomique qui va se fracturer fréquemment chez les personnes âgées. Et un deuxième os qu'on va étudier, ça va être le radius. J'ai dit la réponse. Bon, ça va être le radius. Donc le radius qui se trouve ici, c'est aussi, vous le savez aussi sûrement, c'est aussi un os qui va se fracturer fréquemment chez les personnes âgées. Une fois qu'on a prélevé ces os, on va découper des tout petits échantillons. Et dans un premier temps, on va faire des tests mécaniques qui vont nous permettre en fait, de remonter à la ténacité, donc cette capacité à résister à une propagation de fissure. Et pour évaluer l'effet de la vitesse sur ce paramètre mécanique, eh bien, on va étudier dans un premier temps une vitesse de chargement lente. Donc en fait, encore une fois, ça va nous permettre de comparer nos résultats à ceux qu'on peut trouver dans la littérature. Et dans un deuxième temps, on va étudier ce paramètre sous une vitesse de chargement qui, cette fois-ci, va être représentative de celle d'une chute. Une fois qu'on a fait ces tests mécaniques, on va aller sur Grenoble pour utiliser un outil d'imagerie qui nous permet, grâce à un rayonnement particulier qui est le rayonnement synchrotron, d'aller étudier la microstructure de nos sites anatomiques à une échelle très élevée, donc à très très haute résolution. Et donc une fois que ces deux modalités seront réalisées, on va essayer de les mettre en commun pour essayer de voir s'il y a des paramètres structuraux qui vont influencer les paramètres mécaniques. Donc voilà, notre protocole il est réalisé. On a fait nos essais, donc moi j'ai testé mécaniquement un peu plus de 300 échantillons d'os, donc ce qui fait une sacrée population d'échantillons qui va nous permettre effectivement de réaliser des statistiques qui vont être représentatives. Et donc vient le temps de l'analyse, donc une partie qui est assez intéressante dans un projet de thèse en fait. Donc le premier résultat que je vous montre ici, c'est les résultats sur la mécanique, sur la ténacité. Et donc ce résultat ici que je vous présente, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau dans la littérature. C'est la première fois qu'on voit ça. Et en fait, on voit que le radius résiste mieux à une propagation de fissure que la diaphyse fémorale ou que le col fémoral lorsqu'il est chargé sous chargement lent, donc sous chargement quasi statique, on appelle ça. Mais lorsqu'on augmente la vitesse de chargement et qu'on se met à une vitesse qui va être représentative de la chute, la ténacité de chaque site anatomique va décroître et ils vont tous se retrouver au même niveau. Donc c'est quelque chose qui est assez étonnant, en fait, on ne s'y attendait pas du tout. D'un premier temps, on ne s'attendait pas que le radius résistait mieux que les autres sites, et dans un second temps, on ne s'attendait pas que s'il y avait une différence dans un chargement lent, alors dans un chargement rapide, ils se retrouveraient tous au même niveau. Donc pour essayer d'expliquer tout ça, comme je vous l'ai dit, on est allé voir la microstructure de chaque os. Et ici aussi, a priori, de façon qualitative, on voit une petite différence de microstructure au niveau des trois sites anatomiques, notamment, surtout, on voit une différence entre le radius et les deux sites qui sont au niveau du fémur. Et donc cette différence pourrait éventuellement expliquer pourquoi le radius résiste mieux à une propagation de fissure quand on le charge de façon lente. Ensuite, on est allé voir aussi comment les fissures se propageaient au travers de la microstructure, et on voit que sous chargement lent, la fissure, en fait, elle va contourner les différents éléments qui vont structurer l'os, donc ces petits éléments en grisé qu'on appelle les ostéons, tandis que quand on charge à une vitesse qui va être représentative d'une chute, et bien cette fois-ci, la fissure, elle va traverser ces différents éléments. Et donc, comme elle va prendre une trajectoire plus courte, elle va consommer moins d'énergie, et la fracture va se produire plus facilement, en fait. Donc en fait, à travers ces images, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a effectivement une différence de microstructure entre les trois sites anatomiques et que cette microstructure va influencer la trajectoire empruntée et donc l'énergie consommée par la propagation de fissures. Et on voit que cette microstructure, par contre, quand on est sous chargement rapide, représentatif d'une chute, eh bien, elle va avoir beaucoup moins d'influence. Donc ça pourrait en fait expliquer pourquoi, quand on tombe par terre, tous nos os en fait, vont réagir de la même façon. Donc pour conclure sur ce projet que je vous ai présenté et un peu ouvrir sur le contexte qui était posé initialement, donc en fait là on apporte des nouvelles connaissances sur le comportement mécanique de différents os du corps quand on les charge à une vitesse qui est représentative de celle d'une chute. Donc en fait c'est quelque chose qui va faire avancer le processus de développement de ces nouveaux outils qui au final deviendront des outils d'aide au diagnostic pour les cliniciens.
Donc voilà, mon projet de thèse, on a nos conclusions, donc on rédige le mémoire. Dans un projet comme ça va faire environ 150-200 pages. Une fois que le mémoire est accepté, je soutiens ma thèse devant un jury, un peu comme je vous l'ai fait aujourd'hui, et le jury valide ou non le diplôme de docteur. Voilà, donc je remercie évidemment tous ceux grâce à qui ce projet a pu voir le jour, notamment David Mitton et Françoise Perrin qui co-dirigent ce projet de thèse, et Hélène Follet et Max Langer qui encadrent, qui font partie de l'équipe d'encadrement aussi de cette thèse, et tous les autres qui nous ont aidés à mener à bien ce projet. Et je vous remercie aussi pour votre attention.